La pluie tombe sur l'avenue Hoche comme une punition, et Manon Legrand, 32 ans, attend sous l'auvent de Nexior Technologies depuis 23 minutes, son manteau Zara trempé, ses ballerines qui prennent l'eau, son téléphone affichant le message envoyé à 19h15. « Chérie, le RERB est bloqué. Tu peux passer me prendre. » 2 tics bleus depuis 18 minutes, ce qui signifie que Julien a lu, qu'il sait qu'elle attend, et qu'il a choisi de ne pas répondre. Ce silence, qu'elle connaît trop bien, celui qu'il utilise pour la punir d'exister depuis qu'elle a perdu son poste il y a 1 mois. La porte vitrée s'ouvre, et une dizaine de cadres sortent fumer, costumes impeccables, rires complices. Et puis elle le voit, Julien, chemise blanche ouverte sur 2 boutons, avec cette désinvolture calculée qu'il affiche depuis sa promotion. Et à son bras, presque collé, Céline Lavigne, directrice commerciale, tailleur Sandro ajusté, talons Louboutin qui claquent comme des gifles, celle avec qui Julien a des déjeuners stratégiques tous les mardis, celle dont le parfum Chanel No 5 imprègne les chemises de son mari. Manon s'avance sous la pluie, cheveux collés au visage. Elle ressemble à une noyée et elle le sent dans les regards des fumeurs qui s'écartent comme pour ne pas être éclaboussés. Et elle dit d'une voix qui sort trop petite, presque suppliante. « Chérie, le RER est bloqué, tu peux me ramener ?» Et Julien la regarde. Vraiment la regarde pour la première fois depuis des semaines. Mais pas comme on regarde sa femme. Non, comme on regarde une erreur qu'on regrette. Et il lâche d'une voix assez forte pour que tous l'entendent. « Descends, tu prendras le métro. Je ne paie pas de taxi pour quelqu'un qui ne travaille pas. » Les mots claquent comme des gifles. Le monde se fige. Les fumeurs arrêtent leur conversation. Certains détournent les yeux, gênés. Et Céline pose une main possessive sur le bras de Julien. Ongles rouges sang. Et sourit. Pas un sourire méchant, non. Quelque chose de pire. Compatissant. Maternel. Celui de la femme qui a gagné. Avant de dire « On y va, chérie ?» L'Uber attend. Et Julien passe son bras autour de ses épaules. Exactement comme il faisait avec Manon il y a 8 ans. Ce geste qu'elle croyait être leur geste à eux. Et elle comprend qu'elle n'a jamais été spéciale. Juste remplaçable. La portière claque. Le voyant s'éloigne. Et Manon reste plantée là, tremblante de cette honte brûlante qui dévore quand on réalise qu'on ne vaut plus rien. Et elle s'effondre contre le mur de verre, jambes qui ne portent plus, glisse jusqu'à se retrouver accroupie, secouée de sanglots silencieux, et les fumeurs rentrent un à un, la laissant seule dans ce Paris qui continue sans elle. Un homme sort du bâtiment, cinquantaine élégante, costume sombre sans cravate, cheveux grisonnants, regard gris acier, et il s'arrête en la voyant recroquevillée, sort son téléphone. « Gérard, amenez la voiture maintenant », avant de s'accroupir à sa hauteur, voix calme, presque douce. « C'est votre mari ?» Et Manon hoche la tête, incapable de parler. Une Mercedes classe S noire glisse jusqu'à eux en silence, et l'homme ouvre la portière. « Montez. » Ce n'est pas une question, juste une évidence tranquille. Et Manon monte à l'arrière où l'attend une chaleur qui sent le cuir et le cèdre. Et l'homme s'installe à côté en gardant ses distances. Dit « Gabriel Deschamps », sans tendre la main, laisse le silence s'installer, ponctué par la pluie sur le toit, avant de demander « Vous habitez où ?» Et elle répond « Aulnay-sous-Bois. » « Mais je peux descendre à République. » Et il dit simplement « Gérard, Aulnay-sous-Bois. » Paris défile derrière les vitres, Champs-Élysées illuminés, scène sous la pluie, et à mi-chemin Gabriel rompt le silence. « Je dirige Nexior Technologies, l'entreprise où votre mari travaille encore. » Et le « encore » flotte comme une menace voilée. Et Manon le regarde vraiment, découvre un visage dur mais pas cruel, marqué par l'expérience. Et elle demande « Pourquoi vous faites ça ?» Et il observe Paris qui devient banlieue avant de répondre « Parce que j'ai déjà vu cette douleur, dans un miroir, il y a longtemps. » La Mercedes s'arrête devant sa résidence décrépite et Gabriel sort une carte ivoire. « Si vous avez besoin. » Et Manon lit cabinet Beaumont et d'associés. Droit de la famille, au dos un email manuscrit, et elle murmure « Un avocat ?» Et il répond « Spécialisé en divorce et reconstruction. Dites-lui que je vous envoie. » Avant de la regarder droit dans les yeux. « Vous valez quelque chose, Manon.
Ne laissez jamais personne vous dire le contraire, surtout pas lui. Elle descend, regarde la Mercedes disparaître et reste là sur le trottoir, carte serrée dans sa main. Et pour la première fois depuis des mois, quelque chose bouge en elle. Pas de l'espoir, pas encore, mais quelque chose qui y ressemble. Manon pousse la porte de l'appartement et l'odeur la frappe immédiatement. Ce mélange de renfermé et de négligence qui s'accumule quand plus personne ne fait attention. Et elle traverse le couloir étroit jusqu'au salon où Julien est affalé sur le canapé en cuir bon marché qu'ils ont acheté chez Ikea il y a 5 ans, scotché à son téléphone, et il ne lève même pas les yeux quand elle entre, ne demande pas comment elle est rentrée, ne s'excuse pas pour l'avoir abandonnée sous la pluie. Il est juste là dans son jogging gris, canette de bière à la main, regardant un match de foot sur son iPad comme si rien ne s'était passé, comme si humilier sa femme en public était juste un détail sans importance dans sa journée. Elle reste debout dans l'encadrement de la porte, cheveux encore humides, manteau trempé qu'elle serre contre elle. Et elle attend qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Une explication, une excuse même bidon. Mais il ne dit rien, absolument rien, se contente de boire sa bière en fixant l'écran. Et c'est peut-être ce silence-là qui fait le plus mal, cette indifférence totale, cette façon qu'il a de la traiter comme si elle était déjà morte, déjà disparue, déjà effacée de sa vie. Les jours qui suivent sont un enfer silencieux. Julien rentre de plus en plus tard, parfois pas du tout, envoie des messages laconiques, chez Marc ou réunion tardive, qu'elle sait être des mensonges parce qu'elle a trouvé l'iPad qu'ils partagent encore, celui qu'il a oublié de déconnecter de leur compte commun. Et là, dans la lumière bleutée de l'écran à 3 heures du matin pendant qu'il dort sur le canapé, elle lit les messages échangés avec Céline. « Ta femme sait rien, elle est trop conne. » Pour comprendre. « On se retrouve où demain midi ? Hôtel habituel ? J'en peux plus de cette vie de merde avec elle. » Et chaque mot est un coup de couteau, précis, méthodique, destiné à faire saigner. Le mercredi matin, Julien critique le café qu'elle a fait, trop léger. Comme d'habitude, elle fait tout mal, et elle reste silencieuse, serre sa tasse entre ses mains pour les empêcher de trembler. Et il part, en claquant la porte sans dire au revoir. Et elle reste là dans cette cuisine minuscule avec sa cafetière Senseo et ses placards Brico-Dépôt. Et quelque chose se brise en elle. Pas de façon spectaculaire, non. Juste un petit déclic. Une fissure qui s'élargit. Elle sort la carte de visite que Gabriel lui a donnée. Carte ivoire aux lettres gravées qu'elle a cachée dans son portefeuille, la retourne entre ses doigts, fixe l'email manuscrit G des chances annexior. FR. Et elle reste comme ça pendant 20 minutes, le téléphone dans une main, la carte dans l'autre, le cœur battant à tout rompre. Et finalement, elle tape le numéro avant de pouvoir changer d'avis, les doigts tremblants, et ça sonne 1 fois, 2 fois. Elle est sur le point de raccrocher quand une voix répond, calme, posée. Gabriel Deschamps. Elle ouvre la bouche mais rien ne sort. Sa gorge est nouée. Les mots restent coincés quelque part entre sa poitrine et ses lèvres. Et il y a un silence puis il dit doucement « Manon ?» Il a reconnu son numéro. Il l'a enregistré. Et cette simple attention, ce fait qu'il ait pensé à elle, la fait craquer. Et elle murmure d'une voix qui se brise. « J'ai besoin de retrouver ma dignité. » Et elle entend le bruit d'une chaise qui bouge, un clavier qui s'arrête. Toute son attention est sur elle maintenant. Alors venez lundi à 10h, pas à mon bureau, au Café de Flore, boulevard Saint-Germain. Vous connaissez ? Et elle dit oui même si elle n'y a jamais mis les pieds. C'est un de ces endroits parisiens mythiques où les gens comme elle n'entrent pas, trop cher, trop chic, trop tout. Et il ajoute « J'ai peut-être une solution, mais il faut qu'on parle d'abord, que vous me disiez ce que vous voulez vraiment. » Et elle répond sans réfléchir « Je veux exister à nouveau. » Et il y a un silence chargé, de compréhension avant qu'il dise « Alors on va trouver comment ?» Elle raccroche, reste assise dans sa cuisine, la carte toujours serrée dans sa main, et pour la première fois depuis 1 mois, elle se lève, va dans la salle de bain, se regarde vraiment dans le miroir. Cette femme aux cheveux ternes, au regard éteint, aux épaules rentrées. Et elle se dit tout bas « Je ne serai plus jamais cette femme-là. » Le soir, Julien rentre à 23h, sans le Chanel No 5, ne la regarde même pas, et elle le regarde disparaître dans la chambre qu'elle ne partage plus avec lui. Et au lieu de pleurer comme elle le ferait avant,
Elle sourit, un sourire minuscule, à peine visible, mais un sourire quand même, parce qu'elle a un secret maintenant, un rendez-vous lundi, une possibilité, quelque chose qui est à elle et à elle seule. Manon descend à la station Saint-Germain-des-Prés et remonte boulevard Saint-Germain avec 15 minutes d'avance. Elle a mis son seul tailleur correct, un Zara bleu marine acheté il y a 3 ans pour un entretien qu'elle n'a pas eu, des ballerines qu'elle a cirées ce matin pour cacher l'usure, et elle a coupé ses cheveux elle-même hier soir devant le miroir de la salle de bain, pendant que Julien dormait chez Céline. Un carré court un peu maladroit, mais qui change tout, qui lui donne l'air de... quelqu'un qui a pris une décision. Le café de Flore se dresse devant elle avec ses stores rouges et or, cette façade mythique qu'elle a vue dans des films mais jamais en vrai, et elle hésite sur le trottoir, regarde les clients attablés en terrasse malgré le froid de novembre, costume Armani, sac Hermès posé négligemment sur les chaises, conversation en anglais et en italien, ce Paris-là qui n'est pas le sien, qui ne l'a jamais été, et elle est sur le point de faire demi-tour quand elle voit Gabriel assis à une table. D'angle, chemise blanche sans veste, exemplaire des Échos plié devant lui, café serré fumant, et il lève les yeux comme s'il sentait sa présence, lui fait signe d'entrer. Elle traverse la salle sous les regards des serveurs en gilet noir, s'assoit sur la banquette en moleskine rouge, et Gabriel commande pour elle, sans demander, « Un café crème et un croissant, s'il vous plaît. » Et quand elle veut protester, il dit simplement « Vous n'avez rien mangé ce matin, ça se voit. » Et c'est vrai. Elle n'a rien avalé depuis hier midi, l'estomac trop noué. Et cette attention la désarme complètement. Il va droit au but. Pas de politesse inutile. « Je connais un cabinet de recrutement, Huxley Associates. Ils cherchent quelqu'un avec votre profil. Bilingue, anglais-espagnol, expérience en relations clients, pour une mission de consulting chez Nexior Technologies. Contrat indépendant de 6 mois renouvelable, 400 € par jour. » Et Manon reste bouche ouverte, parce que 400 € par jour, c'est plus que ce qu'elle gagnait en une semaine avant, et il continue « Vous ne seriez pas salarié Nexior, donc légalement aucun conflit d'intérêt avec votre mari. Vous travailleriez au 12e étage. Relations internationales. Lui est au 8e. Finance. Vous ne vous croiserez jamais. » Elle secoue la tête, incrédule. « Mais pourquoi moi ? Mon CV sur LinkedIn date de 2 ans. J'ai été assistante administrative dans une PME qui a coulé. Je ne suis pas... » Et il l'interrompt en posant son café. « J'ai consulté votre profil. École de commerce à Troyes. 3 ans chez Orange en Customer Relations Europe. Espagnol niveau C1. Vous avez géré le compte Telefonica pendant 18 mois. Ne me dites pas que vous n'êtes pas qualifié. Dites plutôt que votre mari vous a fait croire que vous ne l'étiez pas. » Les mots frappent comme des claques de vérité, et elle sent quelque chose se dénouer dans sa poitrine, cette boule d'angoisse qui l'étouffe depuis des mois, et elle murmure « Julien va ». Et Gabriel se penche légèrement en avant, regard gris acier qui ne scie pas. « Julien ne décidera plus rien pour vous. C'est fini ce temps-là. La question c'est « Qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Elle le regarde vraiment pour la première fois. Cet homme qui pourrait être son père par l'âge, mais qui la traite comme une égale, qui croit en elle, alors qu'ils se sont parlé 15 minutes dans toute leur vie, et elle dit d'une voix qui tremble à peine « Je veux recommencer. Je veux me prouver que je peux encore être quelqu'un. » Et il sourit. Un vrai sourire cette fois. Pas ce demi-sourire énigmatique, mais quelque chose de franc, presque fier. Alors appelez Huxley demain matin, demandez Caroline Mercier, dites que Gabrielle Deschamps vous envoie, elle vous recevra dans la journée, passez l'entretien normalement, ne mentionnez jamais que nous nous connaissons. Gagnez ce poste par vous-même. Il sort une autre carte, celle de Caroline Mercier, la pose sur la table entre eux. Et Manon, prouvez-le, à vous-même d'abord, pas à lui, jamais à lui, il ne mérite même pas ça. Elle prend la carte d'une main qui ne tremble plus, la glisse dans son sac, boit son café crème qui a refroidi mais qui a le goût de la liberté. Et en sortant du Flore dans la lumière grise de novembre, elle se retourne une dernière fois, voit Gabriel qui la regarde partir avec cette expression indéchiffrable, et elle comprend qu'elle vient de franchir une ligne invisible, qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le soir, quand Julien rentre et lui demande où elle était ce matin, elle répond simplement « J'avais rendez-vous ». Et quand il insiste, elle le regarde droit dans les yeux et dit
pour un travail. Et elle voit la surprise, puis la colère, puis quelque chose qui ressemble à de la peur passer sur son visage. Manon pousse la porte tournante de Nexior Technologies avec son nouveau badge consultant Huxley qui pend à son cou, tailleur Mango acheté aux Galeries Lafayette avec l'avance sur salaire, cheveux coupés professionnellement cette fois chez un vrai coiffeur rue de Rennes. Et elle prend l'ascenseur jusqu'au 12e étage, le cœur battant, consciente que quelque part, 8 étages plus bas, Julien arrive au bureau sans savoir que sa femme travaille maintenant dans le même immeuble. Et cette pensée lui donne une poussée d'adrénaline presque jouissive. L'équipe Relations internationales la reçoit avec cette chaleur professionnelle parisienne. Sylvie Marchand, la directrice, 45 ans, tailleur Chanel, sourire franc. « Bienvenue Manon, on a besoin de quelqu'un qui parle vraiment espagnol, pas juste niveau scolaire. Le compte Telefonica nous échappe depuis 3 mois. Et Thomas, Vincent, Amélie, jeune consultant dynamique, qui l'emmène déjeuner au comptoir Voltaire, qui lui expliquant les codes, qui rient de ses blagues, et pour la première fois depuis des années, elle se sent exister autrement que comme la femme de Julien. Le premier mois passe comme un rêve éveillé, elle décroche le contrat Telefonica en 2 semaines grâce à son espagnol parfait et sa connaissance du marché télécom, puis Santander Brésil la semaine suivante. Sylvie la félicite devant toute l'équipe. « Vous êtes une pépite Manon, Huxley nous a envoyé une perle. » Et les apéros du vendredi soir deviennent son moment préféré. Vin blanc au comptoir, rire, confidence, cette vie sociale qu'elle avait oubliée. Et Gabriel passe parfois dans le couloir, échange un regard avec elle, un demi-sourire discret, jamais plus, toujours professionnel. Mais elle sent cette connexion invisible entre eux. Un jeudi soir, elle rentre à 21h après un after-work prolongé. Julien explose dès qu'elle franchit la porte. « T'étais où, bordel ? Je t'ai appelé 15 fois !» Et elle le regarde calmement, dépose son sac Longchamp qu'elle s'est offert. « J'étais avec des collègues, un verre après le travail. » Et il s'approche, menaçant. « Des collègues ? Quels collègues ? T'en as jamais eu ?» Et elle dit posément. « J'en ai maintenant. Je suis consultante chez Nexior Technologies. Mission de 6. Moi, Relations internationales. » Le silence qui suit est assourdissant. Julien devient blanc, livide. « Nexior ? Tu bosses chez Nexior ?» Et elle acquiesce. 12e étage, tu es au 8e. On ne se croise jamais de toute façon. Et il la saisit par le bras. Fort, trop fort. T'as baisé qui pour avoir ça ? Réponds. Et elle se dégage d'un geste sec qu'elle ne se connaissait pas. J'ai passé un entretien chez Huxley Associates. J'ai été sélectionnée. Contrairement à ce que tu penses, depuis 8 ans, je suis compétente. Et il lève la main, tremble de rage, mais ne frappe pas, siffle entre ses dents. Tu vas le regretter. Je te jure que tu vas le regretter. Cette nuit-là, elle dort dans la chambre d'amis, porte verrouillée, et elle n'a pas peur, juste une détermination froide. Quelque chose en elle a changé, s'est durci, cristallisé. Le lendemain matin, elle croise Céline dans les toilettes du 10e étage. Entre 2 étages, Céline se recoiffe devant le miroir. La voit, la toise avec ce sourire carnassier. « Ah, la nouvelle consultante, Julien m'a parlé de vous. » Et Manon se lave les mains tranquillement, soutient son regard dans le miroir. « Vraiment ? Il parle de moi ? C'est touchant. » Et Céline ricane. « Faites attention, les contrats de consultant, ça se termine vite ici, surtout quand on n'a pas les épaules. » Et Manon se sèche les mains, se retourne, la regarde droit dans les yeux. Les contrats se terminent vite, c'est vrai. Les affaires avec des collègues mariés aussi, surtout quand le patron découvre. Elle sort, laisse Céline blême devant le miroir, et en retournant à son bureau, elle ouvre un dossier partagé pour chercher des données Telefonica, tombe par hasard sur un fichier « Projet Atlas », confidentiel, voit les noms Julien Legrand et Céline Lavigne, clique par curiosité, découvre des tableaux Excel avec des montants étranges, des virements vers une société maltaise, et quelque chose dans son cerveau fait tilt. Ce n'est pas normal, pas légal. Et elle ferme le fichier rapidement, le cœur battant. Ce soir-là, elle ne dort pas, fixe le plafond de la chambre d'amis, se demande ce qu'elle doit faire de cette information, si elle doit en parler à Gabriel ou se taire, et elle sait que ce choix va tout changer. Le message est arrivé ce matin sur sa boîte Nexior. « Dîner ce soir pour discuter du dossier Santander ?»
19h30, le Jules Verne, signé Gabriel Deschamps, et Manon a accepté en sachant pertinemment que Santander n'a aucun problème, que ce dîner n'a rien de professionnel, et elle a mis sa seule robe correcte, un fourreau noir Sandro soldé, emprunté un collier à Amélie, sa collègue, et maintenant elle monte dans l'ascenseur de la Tour Eiffel avec le ventre noué. Pas de stress, non. Quelque chose. D'autre, une anticipation qu'elle n'ose pas nommer. Gabriel l'attend à une table côté scène, costume sombre sans cravate, chemise blanche ouverte sur le col, et Paris s'étend sous eux comme une carte postale vivante, ponts illuminés, bateaux-mouches qui glissent sur l'eau noire, et il commande en portugais avec le serveur brésilien qui sourit, impressionné, et elle réalise qu'elle ne sait presque rien de cet homme qui a changé sa vie en 3 semaines. Il parle du comte Santander pendant 10 minutes, puis la conversation dérive naturellement, inévitablement, vers des territoires plus personnels. Et Gabriel raconte, voix posée mais regard qui se perd dans les lumières de Paris. J'ai été mariée, il y a 10 ans. Aurore était avocate, brillante, ambitieuse. Elle m'a quittée pour mon associé à l'époque. Ils ont pris la moitié de ma boîte dans le divorce. J'ai tout reconstruit seule. Nexior, c'est ma revanche contre cette trahison. Mais parfois, je me demande si j'ai reconstruit une vie ou juste un empire vide. Manon l'écoute et quelque chose résonne en elle. Cette solitude qu'il décrit, ce sentiment d'avoir gagné matériellement mais perdu essentiellement, et elle se livre à son tour. Julien était différent au début, drôle, attentionné. On s'est mariés à 24 ans parce qu'on s'aimait vraiment, je crois. Puis il a eu sa première promotion, puis la deuxième. Et moi je suis devenue invisible, juste la petite femme qui attend à la maison. Et je me suis perdue en cours de route. Je ne sais même plus qui j'étais avant. Gabriel pose sa main sur la sienne. Geste simple, chaleureux, pas déplacé. Alors c'est le moment de le découvrir, qui est Manon quand elle n'est pas définie par quelqu'un d'autre. Et leurs regards se croisent, tiennent, trop longtemps pour que ce soit innocent. Et elle sent cette attraction, cette connexion qui va bien au-delà du professionnel ou de la gratitude, quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Elle retire doucement sa main. Je dois vous dire quelque chose. Et elle raconte le fichier Projet Atlas, les montants suspects, les virements vers Malte, et le visage de Gabriel se ferme, durci. Depuis combien de temps ? Au moins 3 mois d'après les dates sur les fichiers Excel, et il reste silencieux un long moment, regarde Paris sans vraiment le voir, puis dit simplement « Merci, je vais faire vérifier ça discrètement ». Le reste du dîner est plus léger, ils parlent de voyage, de livres, de cette vie qu'ils aimeraient avoir, et en sortant dans le froid de décembre, sur le parvis du Trocadéro, Gabriel la raccompagne jusqu'au métro, et avant qu'elle ne descende les marches, il dit doucement « Vous savez qu'en me disant ça pour Julien, vous venez de franchir une ligne, il n'y aura pas de retour possible. » Et elle le regarde. « Je sais, et je l'ai fait quand même, parce que c'est vous que j'ai choisi de protéger, pas lui. » Le silence qui suit est chargé d'électricité. Il s'approche, hésite, et elle voit dans ses yeux ce désir qu'il retient, cette envie de franchir la distance entre eux, mais il recule. « Vous êtes encore mariés, je ne ferai jamais ça, pas comme ça. Vous méritez mieux qu'une histoire sordide avec votre patron. » Et elle sourit tristement. « Vous n'êtes pas mon patron, je suis consultante indépendante. Vous vous souvenez ? » Mais il secoue la tête. Techniquement peut-être, moralement c'est plus. Compliqué. Elle descend dans le métro, se retourne une dernière fois, le voit planté là sur le parvis, main dans les poches, qui la regarde partir. Et elle sait que quelque chose d'irréversible vient de se passer, qu'ils ont tous les deux admis ce qui grandit entre eux, même s'ils refusent encore d'y céder. Le lendemain matin, email de Gabriel sur sa boîte Nexior, audit interne lancé sur Projet Atlas. Merci pour votre vigilance, restez discrète. Et elle comprend que la machine est en marche, que Julien ne sait pas encore que sa femme vient de signer sa fin chez Nexior. Le message est arrivé hier soir sur son téléphone personnel. Jardin du Luxembourg demain matin 6h. Entrée boulevard Saint-Michel, urgent. Signé Gabriel. Et Manon marche maintenant dans les allées désertes du jardin sous un ciel encore noir. Son souffle forme des nuages blancs dans l'air glacé de décembre. Et elle le voit assis sur un banc, près de la fontaine Médicis.
jogging Nike noir, sweat à capuche. Elle ne l'a jamais vu autrement qu'en costume, et cette version décontractée le rend étrangement plus humain, plus accessible. Elle s'assoit à côté de lui, il ne la regarde pas tout de suite, fixe les statues qui émergent de l'obscurité, et sa voix quand il parle est grave, pesante. L'audit a confirmé 320 000 € détournés sur 18 mois, création d'une start-up concurrente avec nos données clients, utilisation de nos contacts pour démarcher. Julien et Céline sont au cœur de tout ça. Je convoque votre mari cet après-midi à 15h, mise à pied conservatoire immédiate, procédure de licenciement pour faute lourde lancée, plainte pénale déposée demain matin. Le silence qui suit est écrasant. Manon sent le monde basculer. Pas de tristesse, non. Quelque chose de plus complexe. Un mélange de soulagement et de terreur. Et Gabriel se tourne enfin vers elle. Vous savez ce que ça signifie ? Votre mari va perdre son emploi, peut-être aller en prison pour détournement de fonds et vol de données. Sa carrière est terminée, et c'est vous qui avez déclenché tout ça en me parlant de ce fichier. Elle hoche la tête, mains serrées l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler. Je sais. Et il continue, implacable. Vous en êtes sûr ? Parce qu'après, il n'y aura pas de retour possible. Il saura que c'est vous. Il le devinera forcément. Et il ne vous le pardonnera jamais. Et elle le regarde droit dans les yeux, voix qui ne tremble pas. C'était vous ou lui. Et j'ai choisi, je recommencerai si c'était à refaire. Gabriel hoche la tête lentement, et elle voit quelque chose passer dans son regard, du respect peut-être, de l'admiration, et il pose sa main sur la sienne, geste bref mais chargé de sens. Je suis fière de vous, Manon. Vous venez de prouver que vous avez plus de courage que la plupart des gens que je connais. Les jours suivants sont un cauchemar éveillé. Julien rentre mercredi soir à 23h, fracasse la porte d'entrée, traverse l'appartement comme un taureau blessé, visage déformé par la rage. « C'est toi qui m'as détruit. Tu n'es rien, tu entends ? Rien !» Il renverse la table basse, les verres explosent sur le carrelage, et Manon recule vers la chambre, téléphone à la main. « Ne m'approche pas, Julien. » Mais il avance, tremblant de fureur. « Tu couches avec Deschamps, c'est... »« Ça ? Tu fais quoi exactement pour garder ton contrat ?» Elle compose le 17, il lui arrache le téléphone, le balance contre le mur où il explose en morceaux, et les voisins frappent au mur, crient d'appeler la police, et Julien se fige, réalise ce qu'il est en train de faire, recule, sort en claquant la porte, et Manon s'effondre sur le canapé, tremblante, pas de larmes, juste cette terreur froide de réaliser qu'elle ne le connaît plus, qu'elle ne l'a peut-être jamais connu. Elle appelle Gabriel depuis le téléphone fixe, voix brisée. Il était là, il a tout cassé, je ne peux pas rester ici ce soir. Et Gabriel ne pose pas de questions, dit juste « J'envoie Gérard vous chercher, vous venez chez moi, ne prenez rien, juste vos papiers et vos affaires essentielles. » Île Saint-Louis, quai de Bourbon, appartement 200 mètres carrés sous les toits, poutres apparentes, vue sur Notre-Dame illuminée, mais vide, impersonnelle. Pas une photo, pas un souvenir, juste du mobilier design et froid. Et Gabriel la fait asseoir sur le canapé en cuir italien, lui sert un cognac qu'elle boit d'un trait, et elle se met à pleurer, vraiment pleurer pour la première fois, toutes les larmes retenues pendant des mois qui sortent d'un coup. Il s'assoit à côté, la prend dans ses bras, et elle se blottit contre lui, sans son odeur de cèdre et de café, sans sa chaleur, et elle murmure contre sa chemise « J'ai peur, de lui, de moi, de ce que je ressens pour vous. » Et il relève doucement son visage, essuie ses larmes du pouce. « Manon, je refuse de profiter de votre vulnérabilité. Vous avez besoin de temps, de vous reconstruire d'abord. » Mais leurs regards se croisent. Trop longtemps, trop intensément. Et elle l'embrasse, coupe ses protestations. Et après une seconde d'hésitation, il cède, la serre contre lui comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Cette nuit-là, quelque chose change entre eux. Une barrière invisible tombe. Et au matin, elle se réveille dans ses draps blancs, lumière dorée qui filtre à travers les rideaux de lin, et Gabriel dort encore à côté d'elle, visage apaisé, défense enfin baissée, et elle se dit que peut-être, juste peut-être, elle a le droit d'être heureuse, que le bonheur n'est pas réservé aux autres, qu'elle peut le toucher du doigt si elle ose tendre la main. Manon n'assiste pas à la convocation de Julien, mais Gabriel lui raconte le soir même
Installé sur le canapé de l'île Saint-Louis, avec vue sur la Seine qui coule noire sous les lumières des quais, il est entré dans mon bureau arrogant, sûr de lui, pensant sans doute que c'était pour autre chose, et quand j'ai posé les preuves sur la table, les relevés bancaires, les emails avec Céline, les contrats de la start-up maltaise, j'ai vu son visage se décomposer en temps réel, passer de la confiance à la panique en 3 secondes. Et Gabriel marque une pause, sirote son whisky. Il a essayé de mentir, puis de négocier, puis il a craqué, m'a supplié de lui laisser une chance, parlait de sa femme qui ne travaillait pas, de ses crédits, et j'ai failli rire parce qu'il ne savait même pas que sa femme était consultante au 12e étage depuis 1 mois. Et la procédure suit son cours. Mise à pied conservatoire transformée en licenciement pour faute lourde 3 semaines plus tard, après enquête interne complète. Plainte pénale déposée au tribunal de Paris, et Céline, qui sent le vent tourner, démissionne avant d'être virée, trouve un poste chez un concurrent à Singapour, loin du scandale, loin de Julien qu'elle abandonne sans un regard en arrière, et c'est peut-être cette trahison-là qui détruit Julien plus que tout le reste. Réaliser que Céline ne l'a jamais aimé, qu'il n'était qu'un moyen, un tremplin, et que maintenant qu'il ne sert plus à rien, elle disparaît comme si leur histoire n'avait jamais existé. Manon récupère ses affaires à Aulnay un mardi matin pendant que Julien est convoqué chez son avocat. Elle prend ses vêtements, ses livres, ses photos de famille, laisse tout le reste, l'appartement, les meubles Ikea, cette vie qu'elle ne reconnaît plus, et en refermant la porte pour la dernière fois, elle ne ressent rien, ni tristesse ni soulagement, juste un vide étrange, comme si cette partie de sa vie appartenait à quelqu'un d'autre. Elle emménage officiellement chez Gabriel début janvier, pas dans sa chambre tout de suite, non. Elle prend la chambre d'amis par pudeur, par peur d'aller trop vite, mais ils dînent ensemble tous les soirs, parlent jusqu'à minuit, et progressivement les frontières s'estompent. Elle dort dans ses bras, se réveille avec lui, et cet appartement qui semblait si froid se réchauffe peu à peu. Elle achète des plantes, accroche des photos, met de la couleur, et Gabriel la regarde faire avec ce sourire, discret qui dit qu'il aime cette invasion douce de son espace. Au bureau, il reste d'une discrétion absolue, jamais un regard appuyé, jamais un geste déplacé. Manon continue d'exceller sur ses dossiers, décroche le compte Siemens Allemagne en février, et Sylvie la félicite. « Huxley va vous perdre si vous continuez comme ça, on va finir par vous embaucher en CDI. » Et Manon sourit parce qu'elle sait que c'est exactement ce qui va se passer. Gabriel lui en a parlé la semaine dernière. Un vrai poste, un vrai salaire, gagné par ses compétences, pas par leur relation. Mi-février, elle croise Julien par hasard à la sortie du tribunal de Paris, où elle dépose des documents pour la procédure de divorce. Il sort d'une audience préliminaire pour l'affaire du détournement de fonds, et il a changé, maigri de 10 kilos, teint gris, costume froissé. Cette arrogance qui le définissait complètement disparue, remplacée par quelque chose qui ressemble à de la défaite, et il s'arrête en la voyant. Ouvre la bouche comme pour dire quelque chose, puis se ravise, baisse les yeux, et elle le regarde s'éloigner dans la foule du palais de justice. Et elle ne ressent rien, ni haine, ni pitié, juste une forme d'indifférence paisible, la certitude que ce chapitre est définitivement terminé. Le soir, elle raconte la scène à Gabriel. « Je l'ai vu aujourd'hui. Il avait l'air détruit. » Et Gabriel la serre contre lui. « Vous regrettez ?» Et elle secoue la tête. « Non, je regrette juste le temps perdu, les années où j'aurais pu être moi-même. » Et il embrasse ses cheveux, murmure. « Alors ne perdons plus de temps. » Manon a signé son CDI chez Nexior en avril, poste de responsable développement international, 55 000 € par an, bureau au 12e étage avec vue sur l'Arc de Triomphe, et elle a loué un studio à Montreuil, 32 mètres carrés ligne 9, proche du bureau mais surtout à elle, parce qu'elle a besoin de cet espace personnel, de savoir qu'elle peut se reconstruire seule avant de se construire à deux, et Gabriel a compris, a même insisté, « Vous devez d'abord vous prouver que vous pouvez vivre sans moi, sinon vous vous demanderez toujours si vous êtes avec moi par choix ou par nécessité. » La procédure de divorce traîne. Julien refuse le consentement mutuel, veut la moitié de tout alors qu'il n'y a rien à partager, juste des dettes,
et un appartement HLM dont ils sont locataires. Mais Maître Beaumont contre-attaque avec les preuves du détournement de fonds, l'adultère documenté, les messages de harcèlement que Julien continue d'envoyer à Manon. « Tu vas payer, toi et ton PDG de mes deux. Je vais tout faire pour vous détruire. » Et l'avocat demande une ordonnance de protection que le juge accorde sans hésiter. La relation avec Gabriel évolue dans cette zone étrange entre le professionnel impeccable au bureau, il se vouvoie devant les collègues, ne déjeune jamais ensemble, zéro contact physique, et l'intime intense en privé, week-end à Deauville dans sa maison de famille, dîner chez elle où elle cuisine des plats espagnols qu'il découvre avec émerveillement, nuits à l'île Saint-Louis où il parle jusqu'à l'aube, et elle apprend à négocier grâce à lui, il lui enseigne les techniques qu'il a mises des années à maîtriser, et elle décroche le contrat Siemens en juillet, 2 millions d'euros sur 3 ans, et toute l'équipe l'applaudit. Mais mi-août, Julien frappe là où ça fait mal. Il crée un faux compte Instagram à Nexior Scandale, poste des photos floues de Gabriel et Manon sortant ensemble d'un restaurant, d'un hôtel à Deauville, accompagnés de légendes venimeuses. Le PDG de Nexior abuse de sa position pour coucher avec une subordonnée. Elle était au chômage il y a 6 mois. Réfléchissez, #MeToo, #abuse de pouvoir. Et le post devient viral en 48 heures, repris par des comptes tech parisiens, des groupes féministes qui dénoncent sans vérifier. Et les commentaires explosent. Certains défendent Manon, d'autres la traitent d'opportuniste, et elle lit tout. Chaque mot, chaque accusation, et elle ne dort plus. Le comité d'éthique de Nexior convoque Gabriel le lundi suivant, réunion d'urgence avec les membres du conseil d'administration, et Gabriel arrive avec un dossier complet, chronologie précise. Manon Legrand a été recrutée via le cabinet Huxley Associates en novembre, processus de sélection standard sans aucune intervention de ma part. Elle était consultante indépendante pendant 6 mois. Aucun lien hiérarchique direct. Notre relation a débuté en décembre. Nous l'avons déclaré au comité d'éthique en janvier. Elle a été transférée sous la supervision de Sylvie Marchand, directrice commerciale. Plus aucun lien direct avec moi. Son CDI a été validé par les RH. Et Sylvie, pas par moi. Elle l'a obtenu grâce au contrat Telefonica, Santander et Siemens qu'elle a décroché seule. Le comité délibère 3 heures. Blanchit Gabriel complètement, mais les dégâts médiatiques sont faits. Articles dans les Échos, Challenge, LinkedIn qui bruissent de rumeurs, et Manon veut démissionner pour le protéger. Je pars, comme ça tout s'arrête. Mais Gabriel refuse catégoriquement. Si vous partez, il gagne. On affronte ensemble. Elle prend une décision radicale. Publie un post LinkedIn avec sa vraie photo, son vrai nom. Je suis Manon Legrand. Je ne suis ni une victime ni une opportuniste. Je suis une professionnelle compétente qui a reconstruit sa vie après un mariage toxique. J'ai obtenu mon poste chez Nexior grâce à mes résultats. Pas grâce à une relation. Ma relation avec Gabriel Deschamps est mon choix. Un choix d'adulte consentante, libre et assumée. Mon corps mes choix, mon avenir mes choix. Et si ça dérange? Certains, c'est leur problème, pas le mien. Et le post explose. 50 000 likes en 24 heures. Des centaines de femmes qui témoignent avoir vécu la même chose, qui la soutiennent. Et les médias changent de ton, parlent maintenant de courage, de reconstruction, d'amour moderne. Julien, voyant son plan se retourner contre lui, envoie un dernier message. « Tu as gagné. J'espère que tu es heureuse avec lui. » Et elle le lit, le bloque définitivement, et ne ressent rien, même pas de la satisfaction, juste cette indifférence paisible de celle qui a tourné la page. Lisbonne, Web Summit, 1 an après la nuit sous la pluie. Manon monte sur la scène du Altis Arena devant 2000 personnes, projecteurs qui l'éblouissent, et elle porte ce tailleur Chanel bleu nuit qu'elle s'est offert avec sa prime annuelle, cheveux coupés au carré parfait, cette assurance tranquille de celle qui n'a plus rien à prouver à personne sauf à elle-même. Et elle s'approche du micro, regarde cette mère de visage tournée vers elle, entrepreneur, consultant, journaliste, et elle commence d'une voix claire qui ne tremble pas. Il y a en jour pour jour, mon mari m'a abandonnée sous la pluie devant son bureau, en me disant qu'il ne payait pas de taxi pour quelqu'un qui ne travaillait pas. Le silence dans la salle est absolu, magnétique, et elle continue. J'étais au chômage depuis 1 mois. Je me sentais invisible, inutile. J'avais perdu mon emploi et j'étais en train de perdre mon identité. Et cette nuit-là, sous la pluie,
recroquevillée contre un mur de verre. J'ai touché le fond, le vrai fond, celui où vous vous demandez si vous valez encore quelque chose. Et elle voit des femmes dans le public qui hochent la tête, certaines qui essuient discrètement des larmes. Et elle sait qu'elle les touche parce qu'elle ne ment pas, ne dramatise pas, raconte juste la vérité brute. Un homme s'est arrêté ce soir-là, m'a tendu la main. Pas pour me sauver, non. Personne ne vous sauve. Vous vous sauvez vous-même. Mais il m'a donné quelque chose de plus précieux. Une opportunité. Une chance de me prouver que je valais encore quelque chose. Et j'ai saisi cette main tendue. J'ai accepté cette opportunité. Et je me suis reconstruite pierre par pierre, contrat par contrat, victoire par victoire. Et elle marque une pause, boit une gorgée d'eau, scanne l'audience. Aujourd'hui, je dirige le département développement international de Nexior Technologies. Je gère 20 millions d'euros de contrats. J'ai une équipe de 8 personnes. Je vis dans un appartement que je paie avec mon salaire. Et je suis en couple avec un homme que j'ai choisi, vraiment choisi. Pas par défaut, pas par nécessité, par amour. Elle aperçoit Gabriel au fond de la salle, appuyé contre le mur, bras croisés, ce demi-sourire fier qu'il a quand il la regarde travailler, et elle lui sourit imperceptiblement avant de continuer. On me demande souvent quel est mon secret, comment j'ai fait, et la vérité c'est qu'il n'y a pas de secret, juste des choix. Le choix de ne plus accepter l'inacceptable, le choix de croire en mes compétences même quand personne d'autre n'y croyait, le choix de prendre des risques, de quitter ce qui était confortable mais toxique pour aller vers l'inconnu mais sain, et surtout le choix de ne jamais, jamais laisser quelqu'un définir ma valeur à ma place. L'applaudissement qui suit est assourdissant, 2000 personnes debout, et Manon descend de scène, submergée d'émotions mais pas de larmes, juste cette fierté calme de celle qui sait qu'elle vient de toucher des vies, d'inspirer des femmes qui vivent peut-être ce qu'elle vivait il y a un an. Le soir, Gabriel l'emmène sur les toits de Lisbonne, cette ville dorée qui s'étend sous le ciel étoilé de novembre, et il sort un écrin de sa poche. Pas de bague, non, quelque chose d'autre. Une clé, ancienne, en laiton, et elle fronce les sourcils. C'est quoi? Et il sourit. La clé de chez moi, enfin, de chez nous si tu veux, pas une demande en mariage, juste une invitation à partager ma vie vraiment. Plus de studio à Montreuil, plus de vie séparée, juste nous, si tu es prête. Elle prend la clé, la fait tourner entre ses doigts, et elle repense à cette femme brisée sous la pluie avenue Hoche. Elle repense aux nuits à pleurer dans sa cuisine d'Aulnay. Elle repense à toutes les fois où elle s'est sentie petite, insignifiante, remplaçable, et elle regarde l'homme debout devant elle, celui qui l'a vue au pire et qui est resté, celui qui croit en elle plus qu'elle ne croyait en elle-même parfois. Et elle dit simplement « Je suis prête. Je crois même que je l'ai toujours. » « Été, j'attendais juste de le savoir. » Ils s'embrassent sous les étoiles de Lisbonne, et quelque part très loin à Paris, dans un appartement HLM d'Aulnay-sous-Bois, Julien signe les papiers du divorce par consentement mutuel, défait, ruiné, seul, et Manon ne le sait pas encore, mais elle ne pensera même pas à lui quand elle l'apprendra, parce qu'il appartient déjà au passé, à cette vie qui n'est plus la sienne. Le dimanche suivant, Manon rentre à Paris, et au lieu de prendre un taxi, elle descend dans le métro ligne 1, par choix cette fois, pas par obligation, et elle sourit en regardant son reflet dans la vitre du wagon qui file vers la Défense. Et elle se dit que la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir gagné contre quelqu'un, c'est d'avoir gagné pour soi-même, d'être devenue celle qu'on a toujours voulu être. Привет. Что ты не понял?
А где уведомления о стриме? Ну, я написала. Привет, Артем. Что-то у меня, по-моему, котик немножко съехал. Такое ощущение. Hello, guys. Привет. Hello, hello. Лазил по Твичу, такой пипец увидела. Что увидел? Бинч-вотч, привет. Здравствуйте. Добрый вечер. How are you? So. Но лучше, если там пипец, то лучше не скидывай, Артем. Лучше не надо. Ну, рассказывайте, ребята, как у вас дела? My name is Станислава. Стеша. Да господи, это нормальное явление. Я такое уже видела. What is your name, Католик? How old are you? Where are you from? I'm from Russia. Оренбургская область. Господи, мой English is very, very bad. I speak English, Russian, Spanish. Oh, please Russian. Please Russian language. Федерико, привет.